Aux obsèques de maman, ma tante ricana, pauvre Marguerite, elle a tant essayé avec Estelle, mais cette fille n'est jamais arrivée à rien. Toute la famille murmura son accord, faisant de moi leur éternelle mise en garde. Mais alors que nous quittions le cimetière, une limousine noire et élégante s'arrêta. L'ambassadeur britannique en sortit, suivi de représentants de 12 nations, leurs drapeaux fièrement arborés sur le convoi de voitures. Ils n'étaient pas là pour ma famille. Ils étaient là pour moi, honorant 15 ans de travail humanitaire que j'avais mené en secret. Les sourires narquois de mes proches se transformèrent en silence, puis en choc, puis en quelque chose proche de la terreur alors qu'ils commençaient à réaliser qui j'étais vraiment. Le pire ? Maman avait tout su depuis le début, et la lettre qu'elle avait laissée allait détruire leur monde. Avant de plonger dans mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez vécu une trahison familiale, appuyez sur le bouton j'aime. Vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Estelle Dubois, et pendant 34 ans, j'ai été la déception familiale. Le conte moral chuchoté lors de chaque rassemblement de la famille Dubois. La brebis galeuse dont les choix de vie étaient analysés, critiqués, et finalement rejetés par des gens qui prétendaient m'aimer. Mais en me tenant dans ce cimetière, regardant les visages de mes proches se transformer de la suffisance au choc, j'ai réalisé que le plus grand mensonge de ma vie était celui que je me racontais à moi-même. Que leur opinion comptait. Que leur approbation valait la peine d'être poursuivie. Que leur définition étroite du succès était la seule qui comptait. Les obsèques avaient été tout ce que j'attendais. Formelles, respectables, et complètement dénuées de qui était vraiment maman. David avait prononcé un éloge funèbre qui réussissait à mentionner son cabinet d'avocat 3 fois tout en effleurant à peine les 40 ans de bénévolat de maman. Jennifer avait organisé la réception comme l'un de ces événements d'entreprise, tout en impact visuel et opportunité de réseautage. Papa avait accepté les condoléances avec la dignité d'un homme qui avait élevé 2 enfants à succès sur 3. 2 sur 3. Cette phrase hantait chaque conversation. J'aurais dû voir venir quand tante Caroline s'approcha du podium pendant la réception. Elle faisait des commentaires désobligeants sur mes choix de vie depuis mes 12 ans. Marguerite était une mère si dévouée, commença-t-elle, sa voix portant ce ton particulier réservé aux déclarations publiques. Elle n'a jamais perdu espoir en aucun de ses enfants, même ceux qui ont choisi de gaspiller leur potentiel en errant autour du monde au lieu de construire de vraies carrières. Tous les regards de la salle se tournèrent vers moi. Certains visages montraient de la pitié, d'autres un embarras gêné face au manque de tact de Caroline. Mais plusieurs proches acquiescèrent, comme si cette évaluation brutale était à la fois précise et appropriée pour une réception funéraire. Je sentis la brûlure familière de l'humiliation me monter au cou. 34 ans, et on me traitait encore comme la plus grande déception de la famille aux obsèques de ma propre mère. La fille brisée qui n'avait jamais appris à suivre le manuel de la famille Dubois pour le succès et la respectabilité. Mais quelque chose était différent cette fois. Au lieu de la combinaison habituelle de blessures et de défensives, je sentis un calme inattendu descendre. Une clarté qui traversait des décennies de honte et de doute de soi accumulés. C'était peut-être le chagrin. Peut-être l'épuisement de passer les 5 derniers mois à coordonner des crises humanitaires internationales sans jamais quitter le chevet de maman. Ou peut-être était-ce le souvenir de notre dernière conversation, quand elle avait serré ma main avec une force surprenante et murmuré des mots qui me hantaient depuis des semaines. Il y a une lettre dans le tiroir de mon bureau, avait-elle dit, sa voix à peine audible au-dessus du ronronnement de l'équipement médical. Lis-la après les obsèques, quand ils t'auront montré exactement qui ils sont une fois de plus. Alors tu comprendras tout, et tu sauras ce que tu dois faire. Me tenant là dans cette salle de réception, écoutant tante Caroline réduire ma vie à un catalogue d'échecs et de déceptions, j'ai commencé à comprendre ce que maman avait voulu dire. Mais permettez-moi de vous ramener là où cette histoire commence vraiment. Non pas avec les révélations d'aujourd'hui, mais avec le moment où j'ai réalisé pour la première fois que l'amour de ma famille venait avec des conditions que je ne pourrais jamais remplir. J'avais 17 ans, assise dans notre salle à manger formelle pendant ce que papa appelait une « séance de stratégie familiale » concernant mes candidatures universitaires. David était rentré de Sciences Po pour les vacances de printemps, sa lettre d'acceptation dans un cabinet prestigieux déjà sécurisé pour après la remise des diplômes. Jennifer venait d'être acceptée à HEC avec une bourse partielle, son avenir dans le marketing et le succès bourgeois clairement tracé. Puis il y avait moi,
obtenant des lettres d'acceptation de 3 universités différentes, aucune d'elles n'impressionnant mes parents. Je ne comprends pas pourquoi tu considères même ces écoles, dit papa, étalant mes lettres d'acceptation sur la table d'acajou comme des preuves dans une affaire judiciaire. La Sorbonne a un excellent programme de commerce. Sciences Po pourrait mener à de vraies opportunités de carrière. Mais qu'est-ce que c'est ? Il brandit ma lettre de l'Institut d'études politiques de Grenoble comme si elle était contaminée. Relations internationales ? À quel genre d'emploi cela te prépare-t-il ? Je veux travailler avec les Nations Unies, dis-je, ma voix de 17 ans tremblant d'un mélange d'espoir et de défi. Ou peut-être Médecins sans frontières. Je veux aider les gens dans des situations de crise. Le silence qui suivit était assourdissant. David éclata littéralement de rire. Aider les gens dans des situations de crise, répéta Jennifer, comme si j'avais annoncé mon intention de devenir dresseuse professionnelle de licorne. Estelle, ce n'est pas une carrière. C'est un passe-temps que font les gens riches après avoir fait leur argent dans de vrais emplois. Maman tendit la main à travers la table et tapota ma main avec le genre de condescendance douce habituellement réservée aux petits-enfants qui annoncent leur projet de devenir astronaute. Chérie, c'est merveilleux que tu veuilles aider les gens. Mais tu dois penser pratiquement. Comment vas-tu subvenir à tes besoins ? Comment vas-tu acheter une maison, fonder une famille, épargner pour la retraite ? Les bonnes intentions ne paient pas les hypothèques. Mais je persistais, et 4 ans plus tard, j'obtins mon diplôme avec mention et un diplôme en relations internationales et études arabes. Mes parents assistèrent à la cérémonie avec l'air résigné de gens regardant leur enfant faire des préparatifs élaborés pour un suicide professionnel. La critique s'intensifia quand je pris mon premier emploi avec une petite organisation humanitaire travaillant dans des camps de réfugiés. Le salaire était minimal, les conditions étaient difficiles, et ma famille était horrifiée. C'est temporaire, n'est-ce pas ? Demanda maman lors d'une de nos conversations téléphoniques de plus en plus tendues. Tu acquiers juste de l'expérience avant de postuler à l'école de commerce pour quelque chose de plus pratique ? Mais ce n'était pas temporaire. Chaque mission m'enseignait des compétences qu'aucune école de commerce n'aurait pu enseigner. J'appris à coordonner des logistiques complexes dans des conditions impossibles, à naviguer dans des sensibilités culturelles qui pouvaient faire la différence entre une livraison d'aide réussie et des malentendus dangereux, à rester calme quand des vies étaient en jeu et les ressources rares. Quand j'appelais à la maison pour partager des nouvelles d'une campagne de vaccination réussie qui avait sauvé 3000 enfants d'une épidémie de rougeole, la réponse était toujours le même désintérêt poli. C'est bien, ma chérie. En parlant de succès, as-tu entendu que David vient d'être nommé associé ? Ma première grande percée vint pendant ma 3e année avec Médecins sans frontières. Je coordonnais les fournitures médicales en Somalie quand une épidémie de choléra menaça de submerger toutes les installations de santé de la région. La logistique était cauchemardesque. Plusieurs organisations d'aide travaillant à contre-courant, des fonctionnaires gouvernementaux exigeant des pots de vin pour les permis de transport, et des fournitures médicales bloquées en douane pendant que des enfants mouraient. Mais j'eus une idée. Au lieu de combattre la bureaucratie, je travaillais autour d'elle. Je convainquis un groupe de femmes locales d'aider à distribuer des sachets de réhydratation orale directement aux familles, contournant entièrement les cliniques débordées. En 72 heures, nous avions établi un réseau qui atteignait 30 000 personnes. La stratégie fonctionna si bien que d'autres organisations commencèrent à l'adopter. L'Organisation mondiale de la santé publia mes protocoles comme études de cas. Les experts en développement international commencèrent à demander des copies de mes rapports de terrain. Mais quand j'appelai à la maison pour partager la nouvelle que nous avions sauvé des milliers de vies, la réponse de maman fut prévisiblement tiède. C'est merveilleux, ma chérie. Oh, Jennifer vient d'être promue directrice de compte senior. Elle va gérer leur plus grande campagne de vente au détail. Le modèle continua pendant des années. Chaque étape professionnelle que j'atteignais était accueillie par un désintérêt poli et une redirection immédiate vers les victoires de David au tribunal ou les réalisations bourgeoises de Jennifer. Quand je fus invité à parler à une conférence de la Sorbonne sur l'innovation humanitaire, ils étaient plus intéressés par la nouvelle BMW de David. Quand le Figaro présenta mon travail dans leur édition internationale, la conversation familiale se concentra entièrement sur la rénovation de cuisine de Jennifer. Je commençai à tester leurs réactions, appelant avec des nouvelles de plus en plus significatives juste pour voir à quelle vitesse ils changeraient de sujet.
On m'a demandé de briefer le ministre des Affaires étrangères sur la gestion des crises de réfugiés, annonçai-je lors d'un appel familial. C'est bien, ma chérie, répondit papa sans pause. David, raconte à tout le monde cette célébrité cliente que tu ne peux pas nommer. Les Nations Unies créent un nouveau poste de réponse rapide spécifiquement pour moi, mentionnai-je lors d'un autre appel. Merveilleux, ma chérie, dit maman. Jennifer, n'allais-tu pas nous parler de ta promotion ? Cela devint presque comique, si ce n'était si déchirant. J'aurais pu annoncer que j'avais été nommée secrétaire générale des Nations Unies, et ils auraient trouvé un moyen d'orienter la conversation vers le handicap de golf de David ou la sélection du club de lecture de Jennifer. Mais l'incident le plus révélateur eut lieu pendant ma 6e année à l'étranger. J'avais coordonné la réponse internationale à un tremblement de terre dévastateur au Pakistan, gérant l'allocation des ressources pour 12 pays et plus de 30 organisations d'aide. L'opération sauva environ 60 000 vies et devint un modèle pour les futurs protocoles de réponse aux catastrophes. France 24 m'interviewa en direct depuis le terrain. La BBC présenta notre travail dans un documentaire. Le président du Pakistan me remercia personnellement lors d'un discours télévisé. Ma photo apparut sur les couvertures de 3 magazines internationaux différents, et l'École normale supérieure m'offrit un poste permanent pour concevoir leur nouveau programme d'études humanitaires. Quand j'appelai à la maison pour partager la nouvelle, genuinement excité pour une fois qu'il puisse enfin comprendre l'importance de mon travail, papa répondit au téléphone avec une irritation à peine dissimulée. Estelle, ce n'est pas le bon moment. Nous recevons des invités, et Jennifer a besoin d'aide pour préparer sa pendaison de crémaillère demain. Papa, je voulais juste te parler de quelque chose d'important qui s'est passé avec mon travail. Est-ce que ça peut attendre ? Nous recevons les moraux, et tu sais comme Patricia devient quand les conversations deviennent trop lourdes. Rappelle la semaine prochaine. Il raccrocha avant que je puisse expliquer que je venais d'aider à sauver 60 000 vies humaines et d'être reconnu par des dirigeants mondiaux pour mon travail. Mais la pendaison de crémaillère de Jennifer nécessitait une attention et une coordination familiales immédiates. C'est à ce moment que j'arrêtai d'essayer de combler le fossé entre leur monde et le mien. Ils avaient rendu leurs priorités claires, et je n'en faisais pas partie. Pendant les 9 années suivantes, je construis une carrière extraordinaire tout en maintenant la fiction d'être leur fille vagabonde décevante. Je complétai mon doctorat en développement international grâce à un programme conjoint avec Oxford et la Sorbonne, écrivant ma thèse sur les protocoles de coordination de crise qui devint lecture obligatoire dans les académies diplomatiques du monde entier. Les Nations Unies me promurent coordinatrice régionale senior, puis directrice adjointe de réponse d'urgence, et finalement coordinatrice humanitaire senior rapportant directement au secrétaire général. J'enseignais des cours de 3e cycle à la Sorbonne, consultais pour la Banque mondiale, et servis dans des comités consultatifs pour 3 organisations différentes du prix Nobel de la paix. Mon travail m'emmena dans des zones de conflit et des zones sinistrées sur 6 continents. Je coordonnais des efforts de secours pour des tsunamis, des tremblements de terre, des guerres civiles, et des crises de réfugiés. Je briefais des présidents, des premiers ministres, et des familles royales sur les stratégies humanitaires. Ma liste de contacts incluait des lauréats du prix Nobel, des chefs d'État, et des dirigeants de toutes les grandes organisations internationales. Mais pour la famille Dubois, je restais la fille sans but qui travaillait pour des associations caritatives au lieu de vraies entreprises, qui choisissaient des aventures dangereuses plutôt que la stabilité sensée, qui n'arrivaient pas à comprendre comment construire une carrière appropriée comme ses frères et sœurs à succès. La dissonance cognitive était stupéfiante, mais j'en avais assez de me battre pour la reconnaissance de personnes qui avaient déjà décidé que j'étais un échec. Qu'ils pensent ce qu'ils voulaient. Mon travail était trop important pour être diminué par leur vision du monde étroite. Le secret aurait pu continuer indéfiniment sans le diagnostic de maman il y a 5 mois. Cancer du pancréas, stade 4, répandu dans tout son abdomen avant que quiconque ne remarque les symptômes. L'oncologue lui donna 4 à 6 mois, peut-être 8 avec un traitement agressif. J'ai immédiatement contacté mon superviseur à l'ONU pour demander un congé d'urgence prolongé, expliquant que je devais être présente pendant les derniers mois de ma mère. Ce que je n'ai pas dit à ma famille, c'était l'ampleur de ce que je reportais pour être là. La semaine précédant le diagnostic de maman, j'étais censée briefer le Conseil de sécurité de l'ONU sur une nouvelle crise humanitaire en Afrique de l'Est. Le mois suivant,
Je devais diriger une mission conjointe avec les forces de l'OTAN pour établir des camps de réfugiés en Europe de l'Est. 3 chefs d'État différents avaient demandé des rencontres personnelles pour discuter des crises en cours dans leur région. J'ai tout annulé. Délégué les crises en cours à des collègues. Reporté des briefings qui étaient en préparation depuis des mois. Mon superviseur, qui travaillait avec moi depuis 8 ans, n'a pas questionné la décision. La famille passe en premier, Estelle, dit-il lors de notre appel vidéo. Les crises du monde seront toujours là quand tu reviendras. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais ma famille ne voyait pas le sacrifice. Elle voyait leur fille vagabonde enfin rentrer à la maison où elle appartenait, enfin apprendre ce qui comptait vraiment dans la vie. L'ironie était suffocante. Peut-être que cette tragédie enseignera à Estelle les vraies priorités, annonça tante Caroline à l'épicerie, assez fort pour que la moitié du quartier l'entende. Rien de tel qu'une crise familiale pour vous montrer ce qui est vraiment important. Tout ce vagabondage autour du monde ne semble plus si excitant quand votre mère a besoin de vous. Si seulement elle savait que pendant qu'elle faisait des proclamations dans l'allée des céréales, je coordonnais l'aide d'urgence au camp de réfugiés syriens par téléphone satellite crypté depuis les séances de chimiothérapie de maman. Si elle avait pu me voir gérer les communications de crise avec 15 pays différents sans jamais quitter la chambre d'hôpital de maman, elle aurait peut-être reconsidéré son évaluation de mes priorités. Pendant les mois de traitement de maman, j'ai maintenu mon travail humanitaire entièrement en secret. Briefing matinaux avant le début des heures de visite. Appel de conférence depuis les parkings d'hôpital pendant les siestes de maman. Session de coordination d'urgence menée via ordinateur portable et casque pendant que maman dormait dans son brouillard médicamenteux. La période la plus intense vint pendant le 4e mois de traitement de maman, quand un cyclone massif dévasta le Bangladesh pendant qu'elle avait des complications de la chimiothérapie. J'ai passé 4 jours à coordonner la réponse internationale sans jamais quitter son chevet, gérant l'allocation des ressources pour 20 pays et 40 organisations d'aide depuis une chaise d'hôpital inconfortable. David visitait les week-ends entre les parties de golf. Jennifer passait après le travail 2 fois par semaine, passant généralement plus de temps à se photographier avec maman pour les réseaux sociaux qu'à vraiment lui parler. Mais tous les 2 commentaient à plusieurs reprises comme c'était merveilleux que mon travail, flexible, me permette d'être là à plein temps. C'est si bien que ta situation de travail te permette de faire ça, dit Jennifer lors d'une de ses brèves visites, prenant encore un selfie avec maman endormie en arrière-plan. Le reste d'entre nous avons de vraies responsabilités que nous ne pouvons pas simplement abandonner, mais le travail caritatif est évidemment plus accommodant aux urgences personnelles. Flexible. Travail caritatif. Comme si coordonner l'aide humanitaire internationale était un passe-temps à temps partiel plutôt qu'un travail de vie ou de mort affectant des millions de personnes. Comme si ma gestion d'urgence de la réponse au cyclone du Bangladesh, menée entièrement depuis la chambre d'hôpital de maman, était d'une certaine manière moins exigeante que les campagnes marketing de Jennifer ou le travail juridique d'entreprise de David. Pendant 15 ans, j'ai vécu cette étrange double vie. Pour ma famille, j'étais Estelle la vagabonde décevante, la fille idéaliste qui refusait de grandir et d'embrasser le succès conventionnel. Pour la communauté internationale, j'étais Dr Estelle Dubois, coordinatrice humanitaire senior pour les Nations Unies, dont les informations de contact étaient stockées dans les téléphones de dirigeants mondiaux et de lauréats du prix Nobel. L'ironie ne m'échappait pas. Pendant que ma famille s'inquiétait de mon manque de direction, je briefais des présidents sur la gestion de crise. Pendant qu'ils s'inquiétaient de mon instabilité financière, je gagnais plus que David et Jennifer réunis, bien que je fasse don de la plupart à des causes qu'ils ne comprendraient jamais. Pendant les dernières semaines de maman, elle était remarquablement lucide et semblait se préparer à quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. Elle insistait pour avoir de longues conversations privées avec moi tout en envoyant David et Jennifer faire des courses élaborées qui les tenaient éloignés de l'hôpital pendant des heures. « J'ai besoin qu'ils aillent s'occuper de la paperasserie d'assurance, disait-elle à David. C'est très compliqué, et tu es le seul avec l'expertise légale pour naviguer correctement. Jennifer, pourrais-tu coordonner avec l'entreprise de pompes funèbres pour les détails du service? Tu as de si merveilleuses compétences d'organisation d'événements, et je veux que tout soit parfait. Ces tâches étaient largement inutiles ou auraient pu être gérées par téléphone, mais elles nous donnaient du temps ininterrompu ensemble que je réalise maintenant était intentionnel et précieux. Pendant un de ces après-midi tranquilles,
elle sortit un dossier épais qui semblait avoir été soigneusement entretenu pendant des années. Je veux te montrer quelque chose, dit-elle, sa voix portant une gravité que je n'avais jamais entendue auparavant. Je sais qu'ils pensent que nous ne comprenons pas ou n'apprécions pas ce que tu fais, mais j'ai suivi tout. Dans le dossier se trouvaient des coupures de journaux, des articles imprimés de publications internationales, des photographies de missions humanitaires, et même des articles académiques que j'avais publiés. Certains articles étaient en langues étrangères, soigneusement traduits et annotés de son écriture précise. Des captures d'écran de diffusion d'actualités présentant mon travail. Des copies de lettres de commendation de dirigeants mondiaux. J'étais complètement stupéfaite. Le dossier contenait une documentation couvrant toute ma carrière, organisée chronologiquement et référencée croisée par sujet. Elle avait suivi mon travail plus étroitement que je ne l'avais suivi moi-même. Je ne comprends peut-être pas tous les détails techniques de ce que tu fais, dit-elle, tournant les pages pour me montrer des articles que j'avais oubliés, mais je comprends que tu fais une différence de manière que le reste d'entre nous ne pourrait jamais ou ne ferait jamais. J'ai été discrètement fière tout en maintenant la paix familiale, mais j'ai documenté tout parce que je savais qu'un jour tu aurais besoin de voir la preuve de ce que tu as accompli. Elle me montra une section entièrement consacrée à la reconnaissance que j'avais reçue d'organisations internationales. Lettre de l'Organisation mondiale de la santé. Commendation de l'UNICEF. Une note personnelle d'un ancien secrétaire général me remerciant pour mon travail pendant plusieurs crises. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu savais, demandai-je, ma voix à peine plus qu'un chuchotement. Parce que je voulais que tu poursuives ce travail pour toi-même, pas pour mon approbation ou celle de quelqu'un d'autre, répondit-elle. Et parce que les autres n'auraient pas compris de toute façon. Ils se seraient sentis obligés de feindre l'intérêt, et tes réalisations méritaient mieux qu'un enthousiasme forcé. Elle fit une pause, me regardant directement dans les yeux avec une intensité qui me fit comprendre que cette conversation se dirigeait vers quelque chose de significatif. Mais il y a autre chose que je dois te dire, Estelle. Quelque chose que j'ai découvert sur cette famille au fil des ans que tu dois savoir. C'est plus grand que leur simple manque de soutien ou de compréhension. Mes mains commencèrent à trembler alors que je sentais que nous approchions d'un territoire pour lequel je n'étais pas préparée. J'ai fait attention à plus que tes succès, continua-t-elle, sa voix tombant presque à un chuchotement. J'ai écouté leur conversation quand ils pensaient que je n'étais pas au courant. J'ai observé leur réaction à tes réalisations. J'ai documenté des choses qui vont bien au-delà du simple rejet ou manque d'intérêt. Elle tendit la main vers le tiroir de sa table de chevet et sortit une enveloppe scellée avec mon nom écrit de son écriture soigneuse. Ceci contient tout ce que j'ai appris sur ce qu'ils ont fait dans ton dos pendant des années. Des choses qui expliqueront pourquoi certaines opportunités ont disparu. Pourquoi des connexions professionnelles spécifiques ont été mystérieusement coupées. Pourquoi certaines de tes tentatives de carrière précoce semblaient échouer malgré tes qualifications et ton dévouement. La pièce semblait basculer. Maman, de quoi parles-tu ? Je ne peux pas te le dire maintenant, dit-elle fermement. Tu dois le lire après les obsèques, quand tu es seule, après les avoir vus afficher leurs vraies attitudes une fois de plus sans aucune influence de ma part. Promets-moi d'attendre. Elle serra ma main avec une force surprenante pour quelqu'un si affaibli par le traitement. Ils vont te montrer exactement qui ils sont aux obsèques, chuchota-t-elle. Ils le font toujours quand ils pensent que l'audience s'attend à ce qu'ils te diminuent publiquement. Et quand ils le feront, quand tu auras vu leur cruauté en pleine exhibition, alors tu liras cette lettre et tu comprendras que ce n'était pas seulement de la cruauté. C'était délibéré. C'était coordonné. Et c'était bien pire que tu ne l'as jamais imaginé. Ces mots me donnèrent des frissons dans tout le corps, mais elle n'avait pas fini. La lettre contient des preuves, Estelle. Des enregistrements de conversations. Des copies d'emails et de documents. La preuve de choses qu'ils ont faites pour saboter tes tentatives de carrière précoce. Des interférences financières dont tu n'as jamais eu connaissance. Un sabotage professionnel que tu as attribué à la malchance ou aux opportunités manquées. Je me sentis comme si je tombais dans l'espace. Quel genre de sabotage ? Le genre qui fait que les membres de la famille appellent tes employeurs potentiels et soulèvent des questions sur ta stabilité et ton jugement. Le genre qui implique d'intercepter ton courrier quand tu vivais à la maison pendant les vacances universitaires.
Le genre qui inclut de la désinformation délibérée répandue à travers les réseaux sociaux pour endommager ta réputation avant même que tu saches que tu en avais une. Les machines surveillant divers aspects de son état semblaient biper plus urgemment, comme si elles répondaient à l'intensité de cette révélation. Ils n'ont pas seulement rejeté tes choix, ma chérie. Ils ont activement travaillé contre ton succès pendant des années, et j'ai la documentation de tout. Des records bancaires montrant des paiements faits pour te discréditer. Des chaînes d'emails discutant de stratégies pour saper ta confiance. Des conversations enregistrées où ils célébraient tes échecs et planifiaient des interférences supplémentaires. J'étais trop choquée pour répondre. La famille pour laquelle j'avais passé des décennies à essayer de plaire n'avait pas seulement été indifférente à mon succès. Elle avait activement travaillé à le saboter tout en maintenant des façades de préoccupation et de déception. Mais pourquoi, réussis-je à chuchoter? Parce que ton succès menaçait leur récit sur eux-mêmes, dit-elle simplement. Parce que si tu réussissais selon tes propres termes, cela prouverait que leur définition étroite de la réussite n'était pas le seul chemin valable. Parce que ton indépendance et ton courage moral faisaient paraître leurs compromis et limitations petits et égoïstes par comparaison. Elle ferma les yeux, clairement épuisée par le poids émotionnel de ces révélations. Lis la lettre après les obsèques, répéta-t-elle. Après qu'ils t'aient montré leur cruauté une fois de plus. Alors tu comprendras tout, et tu sauras ce que tu dois faire à ce sujet. Cette conversation eut lieu 3 jours avant qu'elle ne meure paisiblement dans son sommeil, me laissant avec des questions auxquelles je ne pouvais répondre et une enveloppe scellée qu'il m'était interdit d'ouvrir jusqu'après avoir assisté à l'exposition finale de cruauté qu'elle avait prédite. Me tenant là dans cette salle de réception, regardant les visages de mes proches se transformer de la suffisance en confusion puis en quelque chose approchant la terreur, je sentis que j'assistais à l'effondrement d'une illusion soigneusement construite qui avait défini toute ma vie. Mais alors le bruit de portières de voitures claquant à l'extérieur interrompit le discours de tante Caroline. À travers les fenêtres de la salle de réception, nous pouvions voir un convoi de véhicules noirs avec de petits drapeaux montés sur leurs capots. Plaques diplomatiques internationales. Personnel de sécurité en costume sombre prenant des positions autour du bâtiment. La pièce tomba silencieuse alors que l'ambassadeur britannique entrait, suivi de représentants de 12 nations différentes. Ils n'étaient pas là pour les condoléances. Ils n'étaient pas là pour ma famille. Ils étaient là pour moi. Mais cela n'était que le début. Parce que nichée dans le tiroir du bureau de maman se trouvait une lettre qui révélerait des vérités sur la famille Dubois qui briserait leur monde soigneusement construit pour toujours. Me tenant là dans cette salle de réception, regardant les visages de mes proches se transformer de la suffisance à la confusion puis à quelque chose approchant la terreur, je me sentis comme si j'assistais à l'effondrement d'une illusion soigneusement construite qui avait défini toute ma vie. L'ambassadeur britannique s'approcha de moi avec la dignité formelle réservée au chef d'État, son entourage de représentants internationaux créant un demi-cercle de respect autour de moi que ma famille n'avait jamais montré en 34 ans. Docteur Dubois, dit-il, sa voix portant clairement à travers la salle maintenant silencieuse, au nom du gouvernement de Sa Majesté et de la communauté humanitaire internationale, je voulais personnellement exprimer nos condoléances pour votre perte et notre profonde gratitude pour le sacrifice de votre mère en vous partageant avec le monde pendant ces années critiques de crise mondiale. Chaque mot frappa la pièce comme un coup physique. Docteur Dubois. Gouvernement de Sa Majesté. Communauté humanitaire internationale. Ce n'étaient pas des expressions typiquement associées aux déceptions familiales ou aux filles vagabondes qui n'arrivaient pas à s'organiser. Le verre de vin de David glissa de sa main et se brisa sur le sol poli. La bouche de Jennifer s'ouvrit et se ferma silencieusement, comme un poisson haletant pour de l'air. Le visage de papa passa par une fascinante progression d'expression alors que son cerveau luttait pour traiter ce qui l'assistait. Mais tante Caroline, qui quelques minutes auparavant tenait court sur mes échecs et les déceptions de maman, avait l'air d'avoir une urgence médicale. Son visage était devenu complètement blanc, et elle s'agrippait au dossier d'une chaise comme si elle pouvait s'effondrer. L'ambassadeur français s'avança ensuite, parlant dans un anglais accentué qui rendait ses mots encore plus officiels et impressionnants. Docteur Dubois, le président Macron m'a demandé de transmettre ses condoléances personnelles et de vous rappeler que l'Élysée reste disponible pour le sommet humanitaire dont nous avons discuté le mois dernier. La France est prête à soutenir votre travail continu avec les populations déplacées dans toute la région du Sahel. Président Macron. Élysée. Sommet humanitaire. Région du Sahel.
Je pouvais pratiquement entendre la vision du monde de ma famille se fissurer et s'écrouler autour d'eux. Le représentant allemand était également formel. La chancelière Merkel voulait que vous sachiez que l'engagement de l'Allemagne envers les protocoles d'intégration des réfugiés que vous avez conçus reste inébranlable, et elle espère continuer à collaborer avec vous sur le cadre de réponse de crise en Europe de l'Est. Chancelière Merkel. Protocole d'intégration des réfugiés. Cadre de réponse de crise. Mon cousin Michel, qui avait passé toute la réception funéraire à expliquer sa promotion de cadre moyen dans une compagnie d'assurance régionale, me regardait comme si j'avais spontanément poussé des ailes et commencé à parler des langues anciennes. Mais l'ambassadeur canadien délivra ce qui sembla être le coup final à leurs hypothèses confortables sur ma vie et mes réalisations. Docteur Dubois, le Premier ministre Trudeau m'a demandé de vous remercier personnellement pour votre travail de coordination du programme de réinstallation des réfugiés syriens. Les protocoles que vous avez développés sont devenus la référence absolue pour l'intégration humanitaire, et votre dévouement a littéralement sauvé des dizaines de milliers de vies. Des dizaines de milliers de vies. Référence absolue. Premier ministre Trudeau. Le silence dans la pièce était si complet que je pouvais entendre le système de climatisation tourner et les sons lointains de circulation à l'extérieur. Personne ne bougea. Personne ne parla. Personne ne semblait respirer. Je regardais autour de moi les visages qui avaient passé des décennies à exprimer pitié, préoccupation et déception concernant mes choix, maintenant luttant pour réconcilier leurs suppositions avec la réalité de reconnaissance internationale et de respect gouvernemental affiché devant leurs yeux. Puis l'ambassadeur japonais s'approcha, suivi de représentants d'Australie, de Suisse, de Norvège, et de 6 autres nations avec lesquelles j'avais travaillé sur diverses crises humanitaires au fil des ans. Chacun délivra des messages personnels de leur chef de gouvernement, exprimant des condoléances pour ma perte et de la gratitude pour mon travail. Au moment où le dernier représentant eut parlé, ma famille avait l'air d'avoir assisté à quelques phénomènes surnaturels qui défiaient tout ce qu'ils pensaient savoir sur la réalité. David fut le premier à retrouver sa voix, bien qu'elle sortît à peine plus qu'un chuchotement. « Estelle, qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» Avant que je puisse répondre, mon téléphone commença à vibrer avec des appels entrants. L'écran affichait des numéros avec des préfixes internationaux et des noms qui auraient été instantanément reconnaissables à quiconque suivait la politique mondiale. Secrétaire général des Nations Unies. Directeur de l'Organisation mondiale de la santé. Président de la Croix-Rouge internationale. 3 différents lauréats du prix Nobel de la paix. Je regardais l'écran, puis les visages stupéfaits de ma famille, puis de nouveau l'écran. Pendant 34 ans, j'avais rêvé d'un moment où ils comprendraient enfin et apprécieraient ce que j'avais accompli. Mais maintenant que cela arrivait, je ne ressentais rien qu'un étrange détachement. « Excusez-moi, dis-je doucement, me dirigeant vers la sortie. Je dois prendre ces appels. Ils se demandent probablement où j'ai été pendant les 5 derniers mois. » L'ambassadeur britannique acquiesça respectueusement. « Bien sûr, docteur Dubois. Nous coordonnerons avec votre bureau pour reprogrammer les briefings que vous avez reportés pour être avec votre mère. Le monde peut attendre un peu plus longtemps pour votre retour, mais pas indéfiniment. Trop de crises nécessitent votre expertise. » Alors que je marchais vers la porte, je pouvais entendre ma famille commencer à chuchoter frénétiquement entre eux, leur voix portant une note de panique que je n'avais jamais entendue auparavant. « Tu savais ça » siffla Jennifer à David. « Comment aurais-je pu savoir » siffla-t-il en retour. « Elle nous ment depuis des années. » Pas mentir, la voix de papa était tremblante. Nous n'avons simplement jamais posé les bonnes questions. Poser les bonnes questions ? La voix de Jennifer montait vers l'hystérie. Elle travaille pour des associations. Elle fait du bénévolat. Elle n'a pas un vrai travail. Je m'arrêtai à la porte et me retournai pour les faire face, me sentant plus calme que je ne l'avais été depuis des mois. En fait, Jennifer, mon salaire annuel des Nations Unies est d'1,8 million €. J'en fais don à la plupart à des causes que vous ne comprendriez pas, mais je n'ai jamais travaillé gratuitement. Je gagne plus que David et toi réunis depuis 8 ans. Le chiffre frappa la pièce comme une gifle physique. 1,8 million €. Salaire annuel. Nations Unies. Mais c'est impossible, tante Caroline réussit finalement à parler, bien que sa voix semblait étranglée. Tu vis dans ces endroits terribles.
Tu travailles dans des camps de réfugiés. Tu n'as pas de maison ou de voiture ou quoi que ce soit que les gens normaux ont. Je souris, me souvenant de toutes les fois où elle m'avait fait la leçon sur les choix de vie pratique et la responsabilité financière. Je possède des propriétés dans 7 pays différents, tante Caroline. J'ai l'immunité diplomatique dans 43 nations. Je voyage avec un passeport de l'ONU qui me fournit un accès dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. J'ai dîné avec tous les grands dirigeants mondiaux et la plupart des familles royales. J'ai adressé l'Assemblée générale des Nations unies 12 fois. Chaque fait était un autre clou dans le cercueil de leurs suppositions confortables sur mon échec et leur succès. Je ne conduis pas de voiture parce que j'ai accès au transport gouvernemental dans chaque pays où je travaille. Je n'ai pas besoin d'une maison traditionnelle parce que j'ai des résidences diplomatiques disponibles dans le monde entier. Je n'achète pas de choses parce que quand vous avez vu la vraie pauvreté, l'accumulation matérielle devient sans signification. David, qui avait passé des années à se vanter de ses réalisations légales et connexions professionnelles, avait l'air d'avoir une crise existentielle. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Comment avons-nous pu ne pas savoir ?»« Parce que vous n'avez jamais demandé, dis-je simplement. En 34 ans, aucun d'entre vous ne m'a jamais demandé d'expliquer ce que je faisais réellement au travail. Vous avez fait des suppositions basées sur votre compréhension limitée de l'aide humanitaire, et j'ai arrêté d'essayer de corriger ces suppositions parce que franchement, vos opinions ont cessé de compter pour moi il y a longtemps. La vérité de cette déclaration me surprit même moi. Quelque part pendant la dernière décennie d'obtenir une reconnaissance internationale tout en étant traité comme un embarras familial, j'avais genuinement arrêté de me soucier de ce qu'ils pensaient de mes choix. Vous avez décidé que j'étais un échec quand j'avais 17 ans, et rien de ce que j'ai accompli après n'allait changer ce récit. Alors j'ai arrêté d'essayer de le changer et j'ai commencé à me concentrer sur un travail qui comptait vraiment. Jennifer pleurait maintenant, bien que je ne sois pas sûre si c'était de choc, d'embarras, ou la réalisation naissante de combien elle avait mal jugé la situation. « Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» réussit-elle entre les sanglots. « Pourquoi nous as-tu laissé penser ?»« Vous laissez penser quoi ?» l'interrompis-je. « Vous laissez penser qu'aider les gens était moins important que gérer des campagnes marketing ? Vous laissez penser que sauver des vies était moins significatif que gagner des affaires judiciaires ? J'ai essayé de vous le dire pendant des années, mais vous n'étiez pas intéressé à écouter. » Je sortis mon téléphone et fis défiler mon journal d'appels récent, leur montrant l'écran. La semaine dernière, pendant que maman mourait et que je coordonnais ses soins, j'ai aussi géré la réponse d'urgence aux inondations au Bangladesh qui ont affecté 2 millions de personnes. J'ai coordonné avec 18 gouvernements différents pour expédier des fournitures médicales au Yémen. J'ai briefé le Conseil de sécurité de l'ONU sur la crise de réfugiés en développement au Myanmar. Ils fixèrent l'écran du téléphone comme s'il s'agissait d'une technologie alien. Le mois dernier, pendant que vous vous inquiétiez tous des arrangements funéraires de maman, je médiais entre les commandants de l'OTAN et les coordinateurs d'assistance aux réfugiés pour prévenir un désastre humanitaire en Europe de l'Est qui aurait pu déplacer un demi-million de personnes. L'ampleur de ce que je décrivais était clairement au-delà de leur capacité à traiter, mais je n'avais pas fini. Il y a 2 mois, pendant que Jennifer planifiait sa rénovation de cuisine et que David célébrait sa dernière victoire d'entreprise, j'ai empêché un incident international qui aurait pu commencer une guerre entre 2 nations africaines en coordonnant le placement de camps de réfugiés dans des territoires disputés. Chaque exemple était choisi délibérément pour souligner le contraste entre leurs préoccupations de banlieue et les crises mondiales que je gérais quotidiennement. Alors non, je ne vous ai pas parlé de mon travail parce que j'ai appris il y a longtemps que vous n'étiez pas capable de le comprendre ou de l'apprécier. Vous vivez dans une bulle de préoccupations de banlieue et de réalisation matérielle, et mon travail existe à une échelle qui ne s'intègre pas dans votre vision du monde. La pièce était silencieuse sauf pour les pleurs silencieux de Jennifer et le son de la respiration laborieuse de tante Caroline alors qu'elle luttait pour traiter l'ampleur de ses commentaires antérieurs. Mais alors quelque chose me vint à l'esprit, quelque chose que maman avait dit sur me voir clairement avant de lire sa lettre. C'était le moment pour lequel elle m'avait préparé. C'était quand ils révéleraient leur vrai caractère en réponse à l'apprentissage de la vérité sur mon succès. Et j'étais curieuse de voir comment ils allaient réagir. La question maintenant, dis-je, me déplaçant vers le centre de la pièce, est ce que vous allez faire avec cette information. Allez-vous reconnaître que vous avez passé des décennies à avoir tort sur moi et mes choix ?
Allez-vous vous excuser pour avoir rejeté un travail qui a littéralement sauvé des centaines de milliers de vies? Allez-vous réfléchir sur pourquoi vous étiez si investi d'en croire que j'étais un échec? Je regardais autour de la pièce, étudiant leurs visages soigneusement. Ou allez-vous trouver des façons de minimiser et rejeter ceci aussi? Allez-vous vous convaincre que la reconnaissance internationale ne compte pas parce que ce n'est pas le genre de succès que vous comprenez? Allez-vous trouver des raisons pourquoi mes réalisations ne comptent pas? Le silence s'étira, et je pouvais pratiquement voir les rouages tourner dans leur tête alors qu'ils luttaient pour traiter cette nouvelle réalité. David fut le premier à parler, et ses mots révélèrent exactement le caractère que maman avait prédit que je verrais. Tout ceci est très impressionnant, Estelle, mais tu aurais quand même pu nous le dire. Nous sommes ta famille. Nous méritions de savoir. Méritions de savoir. Après des décennies à rejeter mes choix et exprimer la déception dans mon chemin, il méritait d'être inclus dans mon succès. Jennifer acquiesça avec empressement, saisissant l'approche de David. Nous aurions été soutenants si nous avions su. Nous aurions été fiers. Tu nous as délibérément exclus. Ils réécrivaient déjà l'histoire, transformant leurs années de rejet et de déception en mon échec à communiquer efficacement. Ils se faisaient les victimes de mon secret plutôt que de reconnaître leur rôle dans créer l'environnement qui rendait le secret nécessaire. Tante Caroline, se remettant de son choc, décida de rejoindre le récit de victime. Nous t'avons toujours soutenu, Estelle. Peut-être que nous ne comprenions pas, mais nous étions toujours fiers. Tu as fait comme si nous ne nous soucions pas. Toujours soutenu. Toujours fier. Fait comme s'il ne se souciait pas. C'était exactement ce contre quoi maman m'avait mise en garde. Même face à des preuves indéniables de leurs années de rejet et de déception, ils réécrivaient le récit pour protéger leur image de soi plutôt que d'accepter la responsabilité de leur comportement. Mais j'avais une carte de plus à jouer, un test de plus de leur caractère que maman avait spécifiquement préparé pour moi. En fait, dis-je, tendant la main dans mon sac et sortant l'enveloppe scellée que maman m'avait donnée, maman m'a laissé quelque chose qui pourrait t'aider à clarifier exactement combien soutenants vous avez tous été au fil des ans. La vue de l'enveloppe causa une réaction immédiate. Le visage de papa devint pâle. Jennifer arrêta de pleurer brusquement. David fit un pas en arrière. Tante Caroline haleta réellement à haute voix. Leur réaction était si immédiate et intense que je réalisais que quoi que contenait la lettre de maman, ils savaient que cela allait être dommageable à leur récit de victime nouvellement construit. Elle m'a dit de lire ceci après les obsèques, après avoir vu vos vraies réactions à l'apprentissage de mon succès, continuai-je, étudiant leurs expressions de plus en plus paniquées. Elle a dit que cela m'aiderait à comprendre pourquoi certaines opportunités ont disparu au fil des ans, pourquoi des connexions professionnelles spécifiques ont été mystérieusement coupées, pourquoi certaines de mes tentatives de carrière précoce semblaient échouer malgré mes qualifications. Papa fit un mouvement vers moi, comme s'il allait essayer de prendre l'enveloppe, mais s'arrêta quand il réalisa comment cela paraîtrait. Estelle, peut-être que ce n'est pas le bon moment, commença-t-il. En fait, papa, je pense que c'est exactement le bon moment, l'interrompis-je. Maman était très spécifique sur le timing. Elle voulait que je voie vos réactions à mon succès d'abord, puis lise sa lettre pour comprendre le contexte complet de notre dynamique familiale. Je levai l'enveloppe pour qu'ils puissent tous voir l'écriture soigneuse de maman épelant mon nom. Elle m'a dit que ceci contenait des preuves de choses que vous avez faites dans mon dos pendant des années. Interférence financière. Sabotage professionnel. Tentative délibérée de saper ma confiance et endommager ma réputation. Le silence qui suivit était différent d'avant. Ce n'était pas le silence choqué de gens traitant des informations inattendues. C'était le silence coupable de gens qui avaient été pris et essayaient de comprendre combien d'ennuis ils avaient. Elle a dit qu'elle avait des enregistrements de conversations. Des copies d'emails. Documentation de paiement fait pour interférer avec mes tentatives de carrière précoce. Records bancaires. Journaux téléphoniques. Des années de preuves. Jennifer recommença à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de choc ou de regret. C'étaient des larmes de panique. Maman n'aurait pas fait ça, dit David, mais sa voix manquait de conviction. Elle n'aurait pas espionné la famille. En fait, David, selon ce qu'elle m'a dit avant de mourir, elle a passé des années à documenter vos conversations et activités parce qu'elle voulait me protéger et éventuellement vous tenir responsable de ce que vous faisiez.
Je regardai autour de la pièce une fois de plus, notant comment leurs expressions avaient changé de confusion et choc à culpabilité et peur. Elle a dit que vous n'aviez pas seulement rejeté mes choix. Vous avez activement travaillé contre mon succès. Elle avait la preuve de tout. L'enveloppe se sentait lourde dans mes mains, lestée de secrets et révélations qui changeraient tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Mais d'abord, j'avais une question de plus pour eux. Avant que je lise la lettre de maman et apprenne exactement ce que vous avez fait dans mon dos pendant des années, est-ce que quelqu'un veut avouer? Est-ce que quelqu'un veut reconnaître ce que vous avez fait et vous excuser avant que je découvre l'étendue complète de votre sabotage? Le silence était assourdissant. Personne ne parla. Personne ne bougea. Personne ne prit la responsabilité. Ils allaient me faire lire chaque détail terrible plutôt que de trouver le courage d'avouer leurs actions et demander pardon. Mais avant que je puisse briser le sceau, la délégation internationale intervint d'une manière que je n'attendais pas. L'ambassadeur britannique s'éclaircit la gorge poliment. Docteur Dubois, si je puis me permettre, ce que nous venons d'entendre suggère des interférences potentielles avec le travail humanitaire international. Ceci relève de notre préoccupation diplomatique. Les autres ambassadeurs acquiescèrent gravement. L'ambassadeur français parla ensuite. Tout sabotage délibéré d'un coordinateur humanitaire senior constitue une menace à la sécurité internationale. Nous aimerions être présents pendant que vous lisez cette documentation. L'implication était claire. Ma famille ne faisait plus seulement face à l'embarras personnel. Il faisait potentiellement face à l'examen diplomatique international pour interférence avec le travail humanitaire. Bien sûr, dis-je, sentant une étrange satisfaction à voir leur visage devenir encore plus pâle. Je pense qu'il est important que la communauté internationale comprenne l'étendue complète de ce qui s'est passé. C'est alors que tout changea complètement. Je brisai le sceau de l'enveloppe de maman la même dans la salle de réception, avec 12 ambassadeurs internationaux regardant et ma famille figée dans la terreur coupable. La lettre était plus longue que je ne l'avais prévu, écrite dans l'écriture soigneuse de maman sur plusieurs pages, avec plusieurs documents supplémentaires attachés. Ma très chère Estelle, lus-je à haute voix, ma voix portant clairement à travers la salle silencieuse. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis décédée et que ta famille vient de te montrer exactement qui ils sont en réponse à l'apprentissage de ton succès. J'espère que tu n'as pas été surprise par leur réaction, parce que je documente leur comportement depuis 15 ans. Papa fit un bruit comme s'il avait été frappé à l'estomac. Jennifer hyperventilait. David avait l'air de calculer l'exposition légale. Ce que je vais te dire sera difficile à accepter, mais tu mérites de connaître la vérité sur pourquoi ta carrière précoce était si difficile et pourquoi certaines opportunités semblaient disparaître. Ta famille n'a pas seulement rejeté tes choix, ma chérie. Ils les ont activement sabotés. Je levai les yeux de la lettre pour voir tante Caroline essayant de se diriger vers la sortie, mais la délégation internationale était toujours présente, créant un public qui rendait l'évasion impossible. Cela a commencé quand tu étais à l'université. Continuai-je à lire. Ton père était préoccupé que ton intérêt pour le travail humanitaire se reflèterait mal sur la réputation de la famille dans les milieux d'affaires et sociaux. Il a commencé à surveiller tes activités et intercepter ton courrier quand tu rentrais à la maison pour les vacances. Ce n'est pas vrai, protesta papa faiblement, mais sa voix manquait de conviction. J'ai des copies de 17 lettres d'organisation qui ont été retournées non ouvertes, incluant 3 offres d'emploi et 2 opportunités de stage que tu n'as jamais su qu'elles existaient. Ton père les gardait dans le coffre de son bureau. Je les ai trouvés quand je cherchais des documents d'assurance après sa crise cardiaque il y a 2 ans. Le sang se vida du visage de papa alors que je continuais à lire. 17 opportunités interceptées. 3 offres d'emploi. 2 stages. Tous gardés secrets pour m'empêcher de poursuivre le travail humanitaire. Mais l'interférence a escaladé après la remise des diplômes. Quand tu as postulé pour des postes avec diverses organisations humanitaires, David a utilisé ses connexions légales pour effectuer des vérifications d'antécédents et répandre des préoccupations sur ta stabilité et ton jugement à des employeurs potentiels. Quoi? J'arrêtai de lire et fixai David. Tu as fait des vérifications d'antécédents sur moi? Le silence de David était réponse suffisante, mais la lettre de maman fournissait les détails.
J'ai des enregistrements de conversations téléphoniques où David contactait tes employeurs potentiels, exprimant des préoccupations familiales sur ta santé mentale et ton jugement. Il suggérait que ton intérêt pour le travail humanitaire dangereux indiquait une instabilité émotionnelle et une prise de décision médiocre. L'ambassadeur britannique avait l'air visiblement perturbé par ces révélations, et je pouvais le voir échanger des regards significatifs avec ses collègues. Il assistait à quelque chose qui dépassait le dysfonctionnement familial pour entrer dans le sabotage actif du travail humanitaire. 3 opportunités d'emploi spécifiques ont été perdues à cause de ces interventions. Le poste avec Médecins sans frontières en 2010. Le rôle de coordination avec l'UNICEF en 2012. Le poste de terrain avec le Programme alimentaire mondial en 2013. Chaque fois, des préoccupations familiales sur ta stabilité ont été soulevées pendant les étapes d'entretien final. Je me sentis comme si quelqu'un détruisait systématiquement ma compréhension de l'histoire de ma propre vie. Ces déceptions de carrière précoce que j'avais attribuées à la compétition et à la malchance avaient en fait été du sabotage familial délibéré. Mais l'interférence de Jennifer était plus subtile et potentiellement plus dommageable. Elle a utilisé ses connexions marketing pour créer du contenu en ligne négatif sur toi en utilisant des techniques professionnelles conçues pour endommager les réputations sans laisser d'empreintes évidentes. Je me tournai pour fixer Jennifer, qui pleurait maintenant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Tu as créé du contenu en ligne négatif sur moi ?» La lettre de maman fournit les détails que je n'aurais jamais pu imaginer. En utilisant des comptes de réseaux sociaux anonymes et de faux profils professionnels, Jennifer a posté du contenu conçu pour soulever des questions sur ta compétence et ta fiabilité. Elle a créé de fausses histoires sur les préoccupations familiales, suggéré une instabilité professionnelle et répandu des rumeurs à travers les groupes de réseautage humanitaire. L'ampleur de la trahison était au-delà de tout ce que j'aurais pu concevoir. Ma propre sœur avait mené une campagne d'assassinat de réputation professionnelle tout en prétendant être préoccupée par mes choix de carrière. J'ai des captures d'écran de plus de 40 posts, articles et commentaires que Jennifer a créés à travers plusieurs plateformes entre 2011 et 2018. Elle a utilisé des techniques marketing sophistiquées pour s'assurer que ceux-ci apparaissent dans les résultats de recherche quand des employeurs potentiels recherchaient tes antécédents. Jennifer ne pleurait plus seulement. Elle faisait des bruits comme un animal blessé, et je réalisais qu'elle avait une sorte d'effondrement alors que l'ampleur de sa trahison était exposée publiquement. Mais l'interférence financière était peut-être la plus choquante. Ton père a systématiquement interféré avec tes services bancaires et de crédit pendant des années, utilisant ses connexions d'affaires pour créer des obstacles financiers conçus pour te forcer de retour dans les chemins de carrière traditionnels. Je regardais papa, qui était maintenant assis lourdement dans une chaise et avait l'air qu'il pourrait avoir une crise cardiaque. Il a convaincu 3 banques différentes de refuser tes demandes de crédit, retardé le traitement des prêts étudiants pendant l'école supérieure, et même interféré avec les demandes de location d'appartements dans plusieurs villes pour rendre la vie indépendante plus difficile. Les représentants internationaux n'étaient plus juste des observateurs. Il assistait au sabotage systématique d'un coordinateur senior de l'ONU par ses propres membres de famille, et leurs expressions avaient changé de la courtoisie diplomatique au dégoût à peine dissimulé. J'ai des records bancaires montrant des paiements que ton père a fait aux agences de rapport de crédit pour marquer tes comptes pour un examen supplémentaire. J'ai des copies d'emails qu'il a envoyées aux propriétaires te décrivant comme financièrement instable. J'ai la documentation d'interférences délibérées couvrant 12 ans. La pièce était complètement silencieuse sauf pour les sanglots de Jennifer et la respiration laborieuse de papa. Mais la lettre de maman n'était pas finie. La découverte la plus perturbante vint l'année dernière quand j'ai appris sur la nature coordonnée de ses efforts. Ils se sont rencontrés régulièrement pour discuter de stratégies pour saper ta carrière et te forcer à retourner au chemin conventionnel qu'ils pouvaient comprendre et contrôler. Vous avez eu des réunions sur moi ? Ma voix était à peine un chuchotement. J'ai des enregistrements de dîners familiaux où ils ont discuté de ton travail avec dédain et planifié une interférence supplémentaire. J'ai des copies de messages de groupes de texte où ils célébraient tes échecs de carrière précoce et coordonnaient des réponses à tes réalisations. La technologie que maman avait utilisée pour documenter leur comportement était apparemment plus sophistiquée que n'importe lequel d'entre nous l'avait réalisé. Le plus choquant de tout, ils ont été en contact avec un détective privé qui a surveillé tes activités à l'étranger pendant les 5 dernières années, fournissant des rapports réguliers sur ton travail et ta vie personnelle.
Un détective privé? Je ne pouvais pas croire ce que je lisais. Vous avez embauché quelqu'un pour m'espionner? Le détective a été instruit de chercher des informations compromettantes qui pourraient être utilisées pour endommager ta réputation si ton succès devenait trop proéminent ou menaçait leur récit sur la dynamique familiale. Je regardais autour de la pièce des visages que j'avais connus toute ma vie, réalisant que je n'avais jamais vraiment connu ces gens du tout. Ils n'étaient pas juste des proches dédaigneux qui ne comprenaient pas mes choix. Ils étaient des saboteurs actifs qui avaient mené une campagne pour détruire ma carrière et ma vie personnelle. Mais attendez, ça devient pire. Le développement le plus récent impliquait des tentatives d'interférer avec ta position à l'ONU. David a été en contact avec des individus qui prétendaient qu'ils pourraient soulever des préoccupations sur ton travail avec les superviseurs de l'ONU, et des paiements ont été faits dans ce but aussi récemment qu'il y a 6 mois. Il y a 6 mois? Je fixais David. Maman mourait, et tu essayais de saboter ma position à l'ONU? La chronologie était particulièrement cruelle. Pendant que je prenais un congé d'urgence pour soigner maman pendant ces derniers mois, mon frère essayait activement de détruire la carrière que j'avais sacrifiée pour être présente pour son traitement. Cependant, ces efforts ont échoué parce que ta réputation et ton record de performance étaient si forts que toute préoccupation anonyme ont été immédiatement rejetées comme une interférence malicieuse. Tes superviseurs m'ont en fait contacté pour exprimer leur soutien à ta famille pendant cette période difficile. L'ironie était parfaite. Les tentatives de sabotage de ma famille avaient tellement mal tourné que le leadership de l'ONU avait tendu la main pour offrir du soutien pendant la maladie de maman. Mais la lettre de maman avait une révélation finale qui changea tout. Tu dois savoir que j'ai travaillé silencieusement contre leurs efforts pendant des années. J'ai fourni des références positives quand contacté par tes employeurs potentiels. J'ai corrigé la désinformation et fourni des informations précises sur ton caractère et tes capacités. Plus important, j'ai été en communication régulière avec tes superviseurs de l'ONU et d'autres contacts professionnels, fournissant des aperçus sur ta situation familiale et m'assurant que leurs efforts de sabotage n'étaient pas réussis. J'arrêtais de lire et levais les yeux vers la délégation internationale, comprenant soudainement pourquoi ils avaient été si soutenants et protecteurs de moi au fil des ans. Maman avait travaillé dans les coulisses comme mon avocat et protecteur. Ton succès s'est produit malgré leur interférence, mais il s'est aussi produit parce que je contrais activement leurs efforts. Chaque opportunité qu'ils essayaient de saboter, je travaillais à protéger. Chaque attaque de réputation qu'ils lançaient, j'aidais à neutraliser. L'ambassadeur britannique acquiesça légèrement, confirmant ce que je commençais à comprendre sur le rôle de maman dans la protection de ma carrière. Mais je meurs maintenant, et tu auras besoin de te protéger en allant de l'avant. Cette lettre sert plusieurs buts. Elle fournit des preuves de leurs activités que tu peux utiliser pour la protection légale si nécessaire. Elle sert aussi comme mon cadeau final pour toi, la vérité sur qui ces gens sont vraiment. Je regardais autour de la pièce une fois de plus, voyant ma famille avec une clarté complète pour la première fois de ma vie. Ils ne sont pas des gens qui t'aiment inconditionnellement. Ils sont des gens qui aiment te contrôler, et quand ils ne pouvaient pas te contrôler, ils ont essayé de te détruire. Ton succès menace leur sens de supériorité et leur récit sur eux-mêmes. Maintenant ils ont été exposés, et tu as des choix à faire sur comment procéder. J'atteignis la page finale de la lettre de maman, qui contenait ses recommandations spécifiques pour traiter cette situation. Mon conseil est ceci, tu ne leur dois rien. Tu n'as aucune obligation de maintenir des relations avec des gens qui ont passé des années à travailler activement contre ton bonheur et ton succès. Tu n'as aucun devoir de protéger leur réputation quand ils ont passé des années à attaquer la tienne. Utilise cette information comme tu le juges approprié. Partage-la publiquement si tu choisis. Prends une action légale si appropriée. Ou simplement éloigne-toi d'eux pour toujours et construis ta vie sans leur influence toxique. Mais ne leur pardonne pas simplement parce qu'ils sont famille. Les membres de famille qui te trahissent de façon répétée ne sont pas de la famille. Ils sont des ennemis qui partagent ton ADN par hasard. Je t'aime plus qu'ils ne pourraient jamais, parce que le vrai amour soutient et protège. Leur version de l'amour cherche à diminuer et contrôler. Construis ta vie sans eux, ma chérie. Tu es extraordinaire, et tu mérites des relations avec des gens qui reconnaissent et célèbrent cela plutôt que d'essayer de le détruire. Ta mère fière et aimante. Je pliai la lettre soigneusement et regardai autour de la pièce.
La délégation internationale était clairement mal à l'aise avec ce qu'ils avaient assisté, mais ils restaient par courtoisie diplomatique et peut-être préoccupation pour mon bien-être. Mes membres de famille étaient dans diverses étapes de panique et d'effondrement. Jennifer sanglotait encore hystériquement. David avait l'air qu'il avait une urgence médicale. Papa fixait le sol comme s'il pouvait disparaître par force de volonté seule. Tante Caroline était pressée contre le mur comme si elle essayait de devenir invisible. Le silence s'étira pour ce qui sembla des heures mais était probablement seulement des minutes. Finalement, l'ambassadeur britannique parla, sa voix portant une neutralité diplomatique soigneuse. Docteur Dubois, étant donné ce que nous venons d'assister, le gouvernement de Sa Majesté veut vous assurer de notre soutien et protection continue. Si vous avez besoin d'assistance pour traiter cette situation, n'hésitez pas à contacter notre ambassade. Les autres ambassadeurs firent écho à des offres similaires de soutien, rendant clair que la communauté internationale était préparée à me protéger de l'interférence familiale supplémentaire. Mais j'avais une réponse différente à l'esprit. Merci tous pour votre soutien et pour avoir assisté à ceci, dis-je, ma voix stable et claire. Je pense qu'il est important que les gens comprennent à quoi ressemble le sabotage familial systématique, surtout quand il cible le travail humanitaire. Je me tournai pour faire face à ma famille directement. David, je veux des copies de toute communication que tu as eue avec mes employeurs potentiels. Jennifer, je veux la documentation de chaque faux profil en ligne et post négatif que tu as créé. Papa, je veux une comptabilité complète de chaque interférence financière et chaque paiement que tu as fait pour saboter ma carrière. Ils me fixèrent en choc, clairement ne s'attendant pas aux demandes de preuves. Vous avez 48 heures pour fournir la documentation complète. Si vous ne le faites pas, je filerai des rapports de police pour harcèlement, traque, fraude financière et sabotage professionnel. Je partagerai aussi la lettre de maman et toute preuve de soutien avec les grandes organisations de nouvelles, parce que je pense que le public mérite de comprendre comment les membres de famille peuvent saper le travail humanitaire. La menace d'exposition publique semblait les terrifier plus que les conséquences légales potentielles. Et juste pour que nous soyons clairs, continuai-je, c'est la dernière conversation que nous aurons jamais. Vous n'êtes plus ma famille. Vous êtes des gens qui ont passé des années à essayer activement de détruire ma vie et ma carrière tout en prétendant m'aimer. Je me tournai vers la délégation internationale. Messieurs, cela vous dérangerait-il de m'escorter de ce bâtiment ? Je ne me sens pas en sécurité d'être seul avec ces gens, étant donné ce que j'ai appris sur leur volonté de s'engager dans la surveillance et le sabotage. L'ambassadeur britannique s'avança immédiatement. Bien sûr, docteur Dubois. Nos véhicules sont dehors. Alors que nous marchions vers la sortie, je pouvais entendre mes anciens membres de famille commencer à paniquer sur les implications de l'exposition publique et de l'action légale potentielle. Estelle, attends, cria David. Nous pouvons tout expliquer. Nous pouvons arranger ceci. Je fis une pause à la porte et me retournai une dernière fois. David, tu as passé des années à délibérément saboter ma carrière tout en prétendant être préoccupé par mon bien-être. Jennifer, tu as mené une campagne systématique pour détruire ma réputation professionnelle. Papa, tu as volé des opportunités de moi et interféré avec mon indépendance financière. Je regardais chacun d'eux individuellement. Il n'y a aucune explication qui rend n'importe lequel de cela acceptable. Il n'y a aucune excuse qui défait des années de trahison. Il n'y a pas d'arrangement de ceci. Je sortis mon téléphone et le levai pour qu'il puisse voir l'écran. Je vais appeler ma liaison de sécurité de l'ONU pour rapporter des menaces potentielles continues de membres de famille. Je vais recommander que vous soyez tous marqués comme des risques de sécurité qui ne devraient pas être autorisés près d'aucune installation ou événement de l'ONU. Les implications d'être marqués comme menaces de sécurité par les Nations Unies ne leur étaient clairement pas venues à l'esprit, mais cela signifierait des conséquences professionnelles et sociales qu'ils ne pouvaient pas commencer à imaginer. C'est ce qui arrive quand vous sabotez systématiquement quelqu'un qui a plus de ressources et connexions que vous avez réalisé. Votre sabotage a échoué, mais maintenant vous allez expérimenter les conséquences de vos actions. Je sortis de la salle de réception entourée de représentants internationaux, laissant derrière les gens qui avaient prétendu m'aimer tout en passant des années à essayer de détruire tout ce qui me tenait à cœur. Dehors, la limousine de l'ambassadeur britannique attendait, avec le convoi de véhicules diplomatiques qui avait annoncé ma vraie identité à une pièce pleine de gens qui pensaient me connaître.
Docteur Dubois, dit l'ambassadeur britannique alors que nous approchions des véhicules, j'espère que vous savez que ce que nous avons assisté là-dedans n'était pas de la dynamique familiale normale. C'était de l'abus systématique déguisé en préoccupation. J'acquiesçai, commençant finalement à traiter l'ampleur de ce qui avait été révélé. La communauté humanitaire internationale est une famille de choix, continua-t-il. Nous nous soutenons parce que nous comprenons l'importance du travail. Vous n'avez pas besoin de proches biologiques qui sapent ce travail. Alors que nous nous éloignions de la salle de réception, je ressentis quelque chose que je n'avais pas expérimenté en années. Soulagement. Soulagement complet, écrasant. Pour la première fois de ma vie adulte, je n'avais pas à prétendre me soucier de ce que ma famille pensait de mes choix. Je n'avais pas à expliquer ou justifier ma carrière. Je n'avais pas à essayer de gagner l'approbation de gens qui avaient travaillé activement contre moi. J'étais finalement libre d'être exactement qui j'étais devenue, Dr Estelle Dubois, coordinatrice humanitaire senior pour les Nations Unies, respectée par des dirigeants mondiaux et de confiance avec des crises qui affectaient des millions de personnes. Les gens qui avaient prétendu m'aimer s'étaient révélés être des ennemis. Mais les gens qui avaient choisi de travailler avec moi, qui partageaient mes valeurs et soutenaient ma mission, s'étaient prouvés être ma vraie famille. Ce soir-là, seul dans ma chambre d'hôtel, j'appelai mon superviseur de l'ONU pour rapporter les préoccupations de sécurité et arranger des mesures protectrices si nécessaire. Puis j'appelai 3 organisations de nouvelles différentes pour programmer des entrevues sur le sabotage familial du travail humanitaire. Finalement, j'appelai le secrétaire général directement pour l'informer de la situation et mon intention de retourner au devoir complet immédiatement. La crise personnelle a été résolue, lui dis-je. Je suis prête à retourner au travail sauver des vies au lieu de gérer le dysfonctionnement familial. Bon retour, docteur Dubois, dit-il. Le monde a besoin de vous, et nous sommes contents de vous avoir de retour où vous appartenez. Où j'appartiens. Avec des gens qui comprenaient que sauver des vies était plus important que le statut social de banlieue. Avec des collègues qui mesuraient le succès par l'impact plutôt que par le revenu. Avec une famille internationale qui soutenait ma mission plutôt que de la saboter. 3 jours plus tard, mon histoire apparut sur la première page des grands journaux autour du monde. Le titre lisait « Comment le sabotage d'une famille a échoué à arrêter une héroïne humanitaire ». L'article incluait des extraits de la lettre de maman, documentation des efforts de sabotage, et citations de dirigeants mondiaux louant mon travail. Il devint une étude de cas sur comment le dysfonctionnement familial peut cibler les femmes à succès qui choisissent des chemins non conventionnels. Mes anciens membres de famille furent identifiés par nom et firent face à des conséquences professionnelles et sociales pour leurs actions. David perdit plusieurs clients de haut profil qui ne voulaient pas être associés avec quelqu'un qui sabotait le travail humanitaire. La firme marketing de Jennifer la renvoya quand l'histoire devint virale. Les relations d'affaires de papa souffrirent alors que la nouvelle se répandait sur son interférence financière systématique. Tante Caroline, qui avait commencé toute cette révélation avec son discours funéraire cruel, devint un paria social dans sa communauté quand les gens apprirent qu'elle avait fait partie d'une conspiration familiale pour saper le travail humanitaire international. Mais la conséquence la plus satisfaisante fut complètement inattendue. L'histoire inspira d'autres gens à se manifester avec leurs propres expériences de sabotage familial, créant un mouvement de gens qui avaient choisi de construire des vies au-delà de l'influence toxique de proches qui prétendaient les aimer. Je reçus des milliers de messages de gens qui reconnurent leurs propres expériences dans mon histoire. Enfants adultes dont les parents avaient saboté leur carrière. Frères et sœurs dont les familles avaient sapé leur succès. Époux dont les beaux-parents avaient travaillé à détruire leur mariage. Mon histoire leur avait donné la permission de reconnaître que l'amour familial n'est pas inconditionnel, et que parfois le choix le plus sain est de construire une famille choisie basée sur des valeurs partagées plutôt que sur l'ADN partagé. 6 mois plus tard, j'étais de retour sur le terrain, coordonnant des efforts de secours dans un camp de réfugiés au Tchad. Mon téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. C'était David, écrivant apparemment d'un nouveau numéro de téléphone parce que j'avais bloqué ses contacts réguliers. Estelle, je sais que tu ne veux pas entendre de moi, mais je voulais que tu saches que papa a eu une crise cardiaque la semaine dernière. Il est en soins intensifs, et les docteurs ne savent pas s'il va s'en sortir. Je pensais que tu devrais savoir, au cas où tu voudrais dire au revoir. Je lus le message 2 fois, attendant de ressentir quelque chose. Préoccupation,
culpabilité, obligation, regret. Une réponse émotionnelle qui me pousserait à tout laisser tomber et me précipiter à son chevet pour une réconciliation potentielle sur son lit de mort. Mais je ne ressentis rien sauf une curiosité légère sur pourquoi David pensait que je me soucierais des urgences médicales de quelqu'un qui avait passé des années à essayer de saboter ma carrière. Je supprimai le message sans répondre et retournai coordonner des fournitures médicales pour 50 000 réfugiés qui avaient réellement besoin de mon aide. C'est quand je sus que j'avais finalement, complètement guéri des dommages qu'ils avaient infligés. Quand les urgences familiales ne se sentaient plus comme des urgences parce qu'ils n'étaient plus ma famille. J'avais construit une meilleure vie sans eux, entouré de gens qui comprenaient que l'amour soutient plutôt que sabote, que la famille aide plutôt que nuit, et que le succès devrait être célébré plutôt que détruit. Avez-vous déjà dû choisir entre maintenir des relations familiales et protéger votre propre bien-être et succès? Avez-vous expérimenté des membres de famille qui prétendaient vous aimer tout en travaillant activement contre votre bonheur? J'aimerais entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous, et j'espère que mon histoire vous aide à reconnaître que parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner de gens qui refusent d'arrêter de vous blesser, indépendamment de leur relation biologique avec vous. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires sur choisir la guérison plutôt que les relations toxiques. Et rappelez-vous, la famille qui compte le plus est celle qui soutient réellement vos rêves au lieu d'essayer de les détruire. Merci d'avoir écouté mon voyage du sabotage familial à la reconnaissance internationale. Parfois la plus grande revanche est simplement de devenir tout ce qu'ils ont essayé de vous empêcher de devenir.